Quelque chose vient de se produire et je veux le parcourir avec soin. L'Iran vient de suspendre toutes les exportations pétrochimiques du pays. 13 milliards de dollars par année en plastique, en engrais, en polymères et en produits chimiques agricoles ont été arrêtés et redirigés vers l'intérieur du pays et tout le monde appelle cela une histoire économique. Je veux soutenir que ce n'en est pas une, c'est un signal et la Chine a déjà vu ce signal auparavant. La dernière fois qu'un pays a fait ce genre exact de mouvement, ce qui est venu ensuite a changé tout l'ordre mondial. Il y a 3 choses qui se passent en ce moment et que la plupart des gens traitent comme des histoires séparées. Elles ne sont pas séparées. Elles sont la même histoire. Voici la première chose. L'Iran ferme son économie. Voici la deuxième chose. L'Amérique appelle cela une victoire. Voici la troisième chose. La Chine, c'est ce qui vient ensuite. Comprendre pourquoi ces 3 choses sont liées est la clé pour comprendre où cette guerre se dirige réellement. Je veux parcourir les 3 avec soin. Je vais commencer par un chiffre, parce que ce chiffre devrait arrêter tout le monde. Le secteur pétrochimique iranien génère 13 milliards de dollars par année en revenus d'exportation. C'est la plus grande source de revenus non pétroliers de l'Iran. Les plastiques, les engrais, les polymères et les produits chimiques agricoles. Le complexe de Machar et les usines d'Azaluyeh en produisent ensemble environ la moitié. Un haut responsable de la National Petrochemical Company d'Iran a envoyé une directive à tous les producteurs du pays: arrêter immédiatement les exportations. Toute cargaison qui n'a pas encore été dédouanée a été rappelée. Toute l'offre a été redirigée vers l'intérieur du pays jusqu'à nouvel ordre. C'est pas une pause temporaire. C'est un pays qui ferme sa deuxième plus grande source de revenus pour protéger son approvisionnement intérieur, alors qu'il fait déjà face à une reprise économique de 12 ans, alors qu'il est déjà sous blocus naval, et alors que les discussions de cessez-le-feu n'ont pas de deuxième ronde confirmée. L'explication officielle est que les frappes sur Machar et Azaluyeh ont perturbé la capacité de production, que les industries nationales manquent de matières premières et que le gouvernement doit protéger les chaînes d'approvisionnement locales. Tout cela est vrai. C'est documenté. Des citoyens iraniens décrivent des fermetures d'usines et des mises à pied. Il y a une coupure nationale d'Internet. La Banque centrale d'Iran a envoyé une évaluation privée au président Massoud Pezeshkian, avertissant que les dommages économiques causés par la guerre pourraient prendre jusqu'à 12 ans à réparer. 12 ans, ce n'est pas un pays en détresse temporaire. C'est un pays qui a été fondamentalement endommagé et qui le sait. Alors voici la question qu'il faut garder en tête. Un pays vient d'apprendre par sa propre banque centrale qu'il lui faut 12 ans pour se rétablir. La première grande décision économique de ce pays est d'arrêter d'exporter, de se couper des revenus qui entrent normalement et de se tourner vers l'intérieur. Pourquoi ? La réponse simple est la nécessité intérieure. Et c'est en partie vrai. Mais la réponse simple n'explique pas le moment choisi. Les frappes ont eu lieu au début d'avril. Le cessez-le-feu était déjà en place, puis le blocus a commencé. La directive est arrivée le même jour que le blocus, pas une semaine plus tard, pas après l'échec des négociations. Le même jour. C'est pas une coïncidence. L'Iran n'a pas tenté de passer à travers le blocus. L'Iran n'a pas tenté de négocier autour du blocus. L'Iran a tourné son économie vers l'intérieur au moment même où le blocus a été mis en place. Et ce mouvement précis, le même jour, dans la même direction, sans hésitation, est celui que la Chine reconnaît. Voici la deuxième chose. L'Amérique appelle cela une victoire. Pete Hegseth s'est tenu au podium du Pentagone et a dit, et je veux que les mots exacts soient entendus clairement: pendant que vous déblayez les ruines, nous ne faisons que devenir plus forts. Il a dit que le blocus est la manière polie dont les choses peuvent se passer. Il a dit que les États-Unis sont prêts à frapper le réseau électrique de l'Iran, ses infrastructures énergétiques et son approvisionnement civil en électricité. Puis, il a prononcé la phrase que je veux retenir: vous ne contrôlez rien. Apparemment, dans l'école trumpienne de la gestion de crise, si le feu se propage à 3 pièces, l'astuce consiste à appeler cela un levier et à attendre les applaudissements. Je veux présenter cette position sous son meilleur jour avant d'expliquer pourquoi je pense qu'elle manque quelque chose d'important.
Exet n'a pas tort au sujet de la pression économique. Le blocus fonctionne dans un sens étroit. Des navires ont été renvoyés. L'étau s'est resserré. Les revenus d'exportation de l'Iran subissent une pression sévère venant de plusieurs directions à la fois. L'évaluation de 12 ans de la Banque centrale est réelle. Les fermetures d'usines sont réelles. La coupure d'Internet est réelle. L'Amérique a infligé à l'Iran des dommages économiques sérieux et soutenus. Exet a raison sur les chiffres. Ce sur quoi Exet se trompe peut être, c'est ce que ces chiffres produisent. Voici le cadre que je veux utiliser. Je l'appelle le modèle de l'État acculé. Il fonctionne comme ceci. Quand une pression maximale est appliquée à un pays déjà endommagé, elle crée l'un de deux résultats. Soit le pays conclut que la reddition coûte moins cher que la résistance et il négocie, soit le pays conclut qu'attendre signifie une défaite certaine et il fait son mouvement le plus dangereux pendant qu'il a encore la capacité de le faire. La différence entre ces deux résultats n'est pas la quantité de pression. C'est le calcul du pays sur la question de savoir si la résistance est encore survivable. Au moment où un gouvernement croit que sa survie n'est plus possible en attendant, la pression cesse de créer une négociation. Elle commence à créer les conditions du mouvement le plus dangereux. La plupart des gens supposent que davantage de pression pousse toujours un pays plus près du premier résultat. C'est l'hypothèse derrière chaque blocus, chaque régime de sanctions et chaque escalade de l'histoire moderne. C'est l'hypothèse derrière la phrase de Exet: vous ne contrôlez rien. Faites-les se sentir complètement impuissants et ils négocieront pour récupérer quelque chose. Cette hypothèse est parfois correcte. Elle l'a été avec la Libye en 2003. Elle l'a été avec l'Afrique du Sud dans les années 1980. Elle l'a été avec le Myanmar sur certaines questions, mais elle n'est pas toujours correcte. Et les cas où elle n'est pas correcte partagent une caractéristique commune. Le pays sous pression avait déjà fait un calcul tranquillement, à l'interne, avant toute annonce publique, selon lequel le coût du mouvement dangereux était maintenant inférieur au coût de continuer à absorber la pression. Ce calcul est presque impossible à voir de l'extérieur à l'avance. Il devient visible seulement rétrospectivement après que le mouvement a été fait. Les analystes reviennent en arrière et trouvent les signaux. L'économie qui se tourne vers l'intérieur, les chaînes d'approvisionnement protégées, les industries nationales priorisées au détriment des revenus d'exportation. Tout cela pointe dans la même direction et tout cela est ignoré sur le moment parce que le camp qui applique la pression regarde les chiffres et les appelle une victoire. Depuis le début du blocus, l'Amérique parie que l'Iran se trouve dans la première catégorie. La Chine, qui observe depuis Pékin, n'est pas certaine que l'Iran soit dans la première catégorie. Et la Chine a plus d'expérience que n'importe qui d'autre dans ce conflit pour lire ce calcul. Voici la troisième chose. La Chine a déjà vu cela auparavant. Je veux revenir 85 ans en arrière, non pas parce que l'histoire se répète exactement, elle ne le fait pas, mais parce que la signature structurelle de ce qu'un pays fait avant son mouvement le plus dangereux apparaît à travers les siècles. En juillet 1941, les États-Unis ont imposé un embargo pétrolier total au Japon. Le Japon dépendait du pétrole américain pour environ 80% de son carburant militaire. Le calcul américain était simple: couper le pétrole, le Japon ne peut pas se battre, le Japon négocie, l'Amérique gagne sans tirer un coup de feu. Pendant plusieurs mois, Tokyo a semblé négocier. Des diplomates américains et japonais se rencontraient, faisaient des propositions et des contre-propositions. Pendant toute cette période de négociation, le Japon faisait discrètement quelque chose que les renseignements américains n'ont pas vu ou dont ils n'ont pas compris l'importance. Le Japon tournait son économie vers l'intérieur, redirigeait sa production industrielle vers la production militaire nationale, sécurisait ses chaînes d'approvisionnement interne et préparait sa population à une longue période d'autonomie. Les signaux extérieurs disaient négociation, les signaux intérieurs disaient quelque chose de totalement différent. Le 7 décembre 1941, le Japon a attaqué Pearl Harbor.
Je ne dis pas que l'Iran est sur le point d'attaquer une base américaine comme le Japon a attaqué Pearl Harbor. Je dis que le modèle de l'État acculé possède une signature spécifique et que cette signature inclut le fait de tourner l'économie vers l'intérieur, de protéger l'approvisionnement national et de couper les revenus d'exportation. Parce que l'État a déjà décidé que ce qui vient ensuite ne sera pas une relation commerciale avec le monde extérieur. La tradition stratégique chinoise étudie ce modèle depuis des générations, non pas parce que la Chine est belliciste, mais parce que la Chine a vu des empires acculer des pays, puis être stupéfait par ce que ces pays font. La Chine sait exactement à quoi cela ressemble quand un État cesse de jouer selon les règles du système mondial et commence à jouer selon les règles de la survie. La Chine possède 1,2 milliard 20 millions de barils de réserves stratégiques de pétrole brut constitués sur 2 ans à partir de pétrole iranien et russe sanctionné, positionné précisément pour que lorsque le moment viendrait, la Chine ne soit pas le pays qui se précipite pour trouver de l'approvisionnement. Cette réserve n'a pas été bâtie en réaction à cette guerre. Elle a été bâtie en prévision de ce genre exact de moment. Réfléchissez à ce que cette préparation signifie réellement. Quand le détroit d'Ormuz s'est fermé et que le Brent a dépassé 120 $ le baril, la Chine n'a pas paniqué. Ces marchés sont restés stables, ces raffineries ont continué de fonctionner pendant que le Japon, la Corée du Sud, l'Allemagne et le Royaume-Uni cherchaient frénétiquement des solutions de rechange, pendant que l'Europe découvrait qu'il lui restait 6 semaines de carburant d'aviation. La Chine disposait de 120 jours de couverture d'approvisionnement au niveau d'importation normaux. L'Agence internationale de l'énergie a décrit cela comme la plus grande crise énergétique que le monde ait jamais affrontée. La Chine a appelé cela une situation gérable. Cet écart de réaction n'est pas de la chance. C'est le produit d'une décennie de positionnement délibéré que la plupart des analystes occidentaux ont passé des années à qualifier de prudence excessive. Washington appelait cela de la prudence excessive. Pékin appelait cela se souvenir que la panique n'est pas une politique énergétique. Le cercle de Trump, naturellement, préférait la stratégie consistant à crier contre le thermomètre et à déclarer que la fièvre était vaincue. La Chine a aussi construit autre chose pendant cette même décennie, spécifiquement pour survivre à ce genre exact de pression américaine. La Chine achète du pétrole iranien parce que les analystes appellent le système de flotte fantôme, des navires qui éteignent leurs transpondeurs de suivi, des paiements en yuan plutôt qu'en dollars, des banques chinoises de second rang qui fonctionnent en dehors du réseau financier SWIFT sur lequel reposent les sanctions américaines et des raffineries indépendantes chinoises qui traitent du pétrole sanctionné sans poser de questions. La Chine a construit toute cette architecture précisément pour que, lorsque l'Amérique tenterait d'utiliser la pression économique pour couper l'Iran, le système tienne bon. Et le système a tenu bon. L'Iran a exporté du pétrole au-dessus de sa moyenne d'avant-guerre pendant les semaines les plus sombres de ce conflit, parce que la Chine a construit l'infrastructure qui rendait cela possible des années avant que la première bombe américaine ne tombe. La Chine observe l'Iran en ce moment, non pas parce qu'elle veut que l'Iran fasse un mouvement dangereux. La Chine ne veut pas cela. La Chine a besoin qu'Ormuz reste ouvert. Les raffineries chinoises dépendent du pétrole iranien. La Chine veut utiliser ces 120 jours de couverture comme du temps de négociation, pas comme un approvisionnement d'urgence. Mais la Chine comprend aussi quelque chose que Washington ne semble pas comprendre. La manière de pousser un pays à conclure un accord est complètement différente de la manière de pousser un pays à faire son mouvement le plus dangereux. En ce moment, les éléments disponibles suggèrent que l'Amérique fait la deuxième chose tout en croyant faire la première. Je veux soulever la question que, selon moi, presque personne dans la couverture médiatique dominante ne pose directement, parce que c'est la question la plus importante que cette situation soulève. Si l'Iran lit le modèle de l'État acculé comme la Chine le lit, si Téhéran a conclu que la fenêtre pour son mouvement le plus dangereux se referme, alors que signale réellement le fait de tourner l'économie vers l'intérieur, cela ne signale pas la reddition. Les pays qui se préparent à se rendre ne redirigent pas leur chaîne d'approvisionnement, ils ne protègent pas leurs industries nationales. Ils n'émettent pas des directives pour
rappeler des cargaisons d'exportation non dédouanées. Il cherche le chemin le plus rapide vers un accord. Tourner l'économie vers l'intérieur signale une préparation. C'est ce qu'un pays fait lorsqu'il a décidé que ce qui vient ensuite exigera tout ce qu'il possède à l'intérieur, et qu'exporter vers le monde extérieur est un luxe qu'il ne peut plus se permettre parce que le monde extérieur est sur le point de devenir beaucoup plus hostile. C'est ici que le mouvement parallèle de la Chine compte. Quand l'Iran a tourné son économie vers l'intérieur, des raffineurs chinois, y compris Sinopec, étaient déjà sous instruction gouvernementale de cesser d'accepter de nouveaux contrats d'exportation de carburant. La Chine avançait en parallèle avec l'Iran. Les deux pays, au même moment, faisaient le même ajustement structurel. Rediriger l'approvisionnement vers l'intérieur et réduire l'exposition au système commercial mondial contrôlé par l'Amérique. Ce parallélisme est soit une coïncidence, soit une coordination. Étant donné qu'Abbas Araghchi a confirmé que la coopération militaire avec la Russie et la Chine se poursuit encore, étant donné que Sergueï Lavrov était à Pékin pour rencontrer Xi Jinping il y a seulement quelques jours, et étant donné que la Russie fournit à l'Iran du renseignement satellitaire, la probabilité qu'il s'agisse d'une pure coïncidence est très faible. Le Washington Post l'a décrit précisément. La Chine et l'Iran ont militarisé l'économie mondiale pour battre l'Amérique à son propre jeu. L'Amérique avait autrefois un quasi-monopole sur la guerre économique. Ce monopole a été brisé, et la manière dont il a été brisé, par des années de construction patiente et silencieuse de systèmes que la plupart des analystes occidentaux ont rejetés comme du bruit, est exactement la manière dont la Chine agit lorsqu'elle a décidé dans quelle direction l'histoire se déplace. C'est la partie que la doctrine Trump n'aime jamais vraiment. Les autres pays peuvent aussi lire des cartes, compter des navires, construire des systèmes et se souvenir des menaces d'hier après que les caméras ont cessé de tourner. Il y a 3 chemins. À partir de ce moment, le modèle de l'État acculé nous dit à quoi chacun ressemble. Le premier chemin est celui de la Libye. Mouammar Kadhafi, en 2003, a regardé la pression qu'il subissait, a regardé ce qui venait d'arriver à Saddam Hussein en Irak, et a conclu qu'un accord aux conditions américaines valait mieux que toute autre option. Il a abandonné entièrement son programme d'armes, il a survécu encore 8 ans, il est resté au pouvoir. C'est le chemin que Exet croit que l'Iran emprunte. C'est possible. Mais la Libye ne faisait pas face à 12 ans de reconstruction. La Libye n'avait pas vu son guide suprême assassiné dès le premier jour. La Libye n'avait pas plus de 3000 morts civiles documentées après 40 jours de bombardement. La Libye n'avait pas un partenaire stratégique chinois doté d'1,220 milliard de barils, assis en dehors du système de pression, et achetant son pétrole par un système spécifiquement conçu pour être hors de portée de l'application américaine. Les conditions structurelles qui ont permis au chemin libyen de fonctionner pour Kadhafi n'existent pas toutes pour l'Iran en ce moment. Le deuxième chemin est celui du Japon. L'Iran conclut, exactement comme le Japon l'a conclu en 1941, que la fenêtre pour son mouvement le plus dangereux se referme, qu'attendre signifie une défaite certaine, et qu'agir maintenant, pendant qu'il a encore des vedettes rapides sur l'eau, des mines dans le détroit, une capacité de missiles, des tunnels que les bombes américaines n'ont pas pu détruire entièrement, un contrôle d'Ormuz et des réseaux mandataires du Yémen au Liban, lui donne une chance que l'attente ne lui donne pas. À quoi ressemblerait le mouvement le plus dangereux d'Iran ? Il n'a pas besoin d'être une confrontation militaire directe. Cela pourrait être de laisser les Houthis au Yémen reprendre des opérations complètes en mer Rouge simultanément avec des opérations dans le Golfe, créant 2 points d'étranglement à la fois et affectant 30 à 40% du commerce maritime mondial. Cela pourrait être une décision sur l'enrichissement de l'uranium qui franchit un seuil que le monde entier surveille. La nature du modèle de l'État acculé est que le mouvement est toujours quelque chose que le camp exerçant la pression affirme que le pays ne ferait jamais, parce que ce camp continue de calculer selon le coût qu'il subirait, et non selon le coût que l'État acculé a déjà décidé qu'il pouvait absorber. L'arrêt pétrochimique, le virage économique vers l'intérieur,
Et l'ajustement parallèle de la chaîne d'approvisionnement chinoise pointe directionnellement vers ce chemin. Pas inévitablement, mais le signal est là et il n'est pas subtil. Qualifier chaque signal d'alerte de bluff est une politique très pratique jusqu'au moment où le bluff commence à déplacer des navires. Le troisième chemin est celui vers lequel la Chine travaille réellement. Un règlement négocié qui permet aux deux camps de revendiquer quelque chose, qui ouvre Hormuz et qui permet aux réserves stratégiques chinoises de devenir une relation énergétique permanente plutôt qu'un tampon d'urgence. La Chine pousse par le Pakistan, par la Turquie et par tous les canaux indirects disponibles. La Chine a dit à la Maison-Blanche qu'elle n'enverrait pas d'armes à l'Iran. Que ce soit vrai ou non, le dire achète de l'espace diplomatique et garde la Chine à la table dans les calculs de Washington. Le pari de la Chine est que si elle peut amener les deux camps à une table avant l'expiration du cessez-le-feu, le résultat sera un accord qui ressemble à un match nul, mais qui fonctionne comme une victoire stratégique chinoise. L'Iran survit, Hormuz rouvre, l'Amérique déclare victoire. La Chine obtient une indépendance énergétique structurelle permanente par rapport au contrôle maritime américain, ce qui est précisément ce vers quoi la Chine travaille depuis une décennie et ce que le pipeline Force de Sibérie 2, qui apparaît maintenant dans le plan quinquennal officiel de la Chine, cimenterait de manière permanente. C'est un très bon résultat pour la Chine et la Chine travaille fort pour le produire. Ce troisième chemin est possible, mais il exige que l'Iran croie qu'il a davantage à gagner d'un accord que d'une escalade. En ce moment, le signal que l'Iran envoie n'est pas celui d'un pays qui se prépare à accepter un accord. Le modèle de l'État acculé se termine de l'une de deux façons. Le pays négocie par épuisement ou le pays fait son mouvement. La Chine sait quels signaux indiquent quel résultat. La Chine observe ces signaux en temps réel, l'Amérique regarde le prix du pétrole et appelle cela une victoire. Le cessez-le-feu expire dans 4 jours, la deuxième ronde de discussion n'a pas de date confirmée et pas de lieu confirmé, les produits pétrochimiques sont arrêtés, l'économie pointe vers l'intérieur, le même ajustement structurel se déroule en parallèle à Pékin, et Exet s'est tenu au Pentagone et a dit à l'Iran qu'il ne contrôle rien. Je veux être clair sur une chose avant de conclure. Je ne prédis pas que l'Iran va faire son mouvement le plus dangereux. Je dis que les signaux qui précèdent ce mouvement dans le modèle historique sont présents. Je dis que la Chine peut lire ces signaux et que Washington ne semble pas les lire de la même manière. Je dis que l'écart entre ce que l'Amérique conclut de la pression qu'elle applique et ce que la Chine conclut des mêmes faits est l'écart le plus important de tout ce conflit en ce moment. Pas l'écart entre l'Iran et l'Amérique à la table de négociation, mais l'écart entre Washington et Pékin dans leur manière de lire ce que l'Iran est réellement en train de faire. Observez ce que l'Iran ne fait pas dans les prochaines 90 heures. Pas ce qu'il dit, mais ce qu'il ne fait pas. Parce que le signal le plus dangereux dans le modèle de l'État acculé n'est pas une menace, c'est le silence. Une décision prise dans une pièce à Téhéran, que personne n'annonce, le genre de décision qui, de l'extérieur, donne l'impression qu'un pays négocie encore et qui, de l'intérieur, ressemble à un pays qui a déjà décidé. La Chine connaît ce silence. Elle l'a déjà vu. Lisez l'évaluation d'Iran International sur les 12 années de dommages économiques. Lisez l'article du Washington Post sur la manière dont la Chine et l'Iran ont militarisé la guerre économique contre l'Amérique. Lisez le rapport sur les prix du pétrole concernant l'arrêt pétrochimique. Lisez ce que Exet a dit au podium du Pentagone. Puis posez la question que personne à Washington ne semble poser. Que fait une nation après avoir fermé son économie seulement pour se faire dire par la plus puissante armée de la Terre qu'elle ne contrôle rien? L'histoire offre une réponse qui donne à réfléchir. Quand un État se sent véritablement acculé, il répond rarement de la manière que ses adversaires attendent. Il ne plie pas simplement, il recalcule. Une fois ce calcul fait, une fois que les dirigeants concluent qu'attendre est plus dangereux qu'agir, toute l'équation stratégique change. La pression ne pousse plus au compromis. Elle peut pousser à l'escalade. C'est l'essence du modèle de l'État acculé. Encore et encore, le camp qui applique la pression suppose qu'une force plus grande
produira la reddition. Pourtant, l'histoire montre souvent le contraire. Quand une nation croit que ses options s'épuisent, elle peut choisir son mouvement le plus audacieux, le plus risqué et le plus lourd de conséquences, précisément parce qu'elle ne voit aucune option plus sûre. Et voilà le petit problème quand on transforme la géopolitique en spectacle de domination à la Trump. L'autre camp n'est pas toujours en train d'auditionner pour votre discours de victoire. Parfois, il est en train de réécrire silencieusement le prochain chapitre.